Bonsoir ou bonjour. Je crois que j'ai un tout petit quart d'heure pour vous parler de l'interaction entre image et son. Alors je laisse tomber les diapos parce que sinon, j'en ai pas fait, donc c'est facile à laisser tomber. C'est quoi aller au cinéma ? Eh bien, c'est aller à l'audiovisuel, diraient certains. Mais pas du tout. C'est aller voir des corps et entendre des voix. Parce que le dispositif audiovisuel, c'est le dispositif technique, mal nommé. Certes, il y a du son et de l'image, mais il y a surtout des corps qu'on voit et des voix qu'on entend et des bruits corporels et des gestes des comédiens et des personnages. Donc, je peux poser la question, qu'est-ce que voir, qu'est-ce qu'entendre ? Que voit-on quand on voit ? On voit un champ visuel, c'est une perception, avec au centre du champ le point de regard qui est net sous 5 degrés. Et ce point de regard ne cesse de se déplacer en profondeur et en largeur. Les hautes fréquences, le détail, ne sont disponibles que dans la zone 5 degrés à cause de la cornée et du cristallin qui est derrière. Qu'entend-on ? C'est pareil. On entend, soi-disant, un champ auditif à 360 degrés, mais en réalité, qui ici est capable d'écouter dans 360 degrés en même temps ? Personne ne lève la main, bon, on continue. Alors, ça veut dire qu'il y a une focalisation auditive, qu'on est capable de concentrer son attention sur un cône de présence à géométrie variable qui, en général, co-fonctionne avec le cône d'attention visuelle. Autrement dit, un être humain muni de 2 pieds, de 2 bras et 2 jambes, eh bien, il voit large, mais pas à 360. Il entend large, mais pas à 360. Son attention prend le dessus sur la perception. L'attention domine la perception quand il s'agit de saisir les corps, les voix. Par conséquent, quand on a inventé la perspectiva artificialis, on n'a simplement fait que d'étendre la capacité centrale de l'œil à un grand rectangle qui s'appelait le tableau du peintre qu'on retrouve dans la photo et l'écran. Ce n'est qu'une extension de la qualité optique de l'œil et ce n'est rien d'autre que cela. De sorte que l'œil peut se balader à son tour dans l'écran sans jamais être démenti. Le regard peut se poser ici ou là, sur un corps ou un autre, un visage, une voix, il n'y a pas de problème. Donc la perspectiva artificialis, c'est simplement un dispositif fait pour le spectacle. Il est plat, il est rectangle, il est coplanaire et il met en mouvement ou en correspondance les couleurs, les textures, les formes et les mouvements. Alors, quand on invente... Je ne sais pas si vous me suivez là, bon, parce que moi je ne vois rien avec ce projecteur, donc je me mets là, comme ça je ne vois plus. L'image... ce n'est pas le réel. L'image, ce n'est pas le réel. Je dis 2 fois parce que l'image est une représentation artificialis, rectangulaire, coplanaire, et dans laquelle l'être humain peut récomposer, restituer la profondeur absente en faisant un travail d'imagination. Je peux donner de la profondeur à une image plate. De même qu'en mono, je peux donner de la largeur à un son en profondeur monodimensionnelle. La monophonie, comme son nom l'indique, est monodimensionnelle, elle n'étant que les profondeurs. Les largeurs, essayez de fermer les yeux dans un film, je parie une caisse de champagne que personne n'arrivera à dire si le son est in ou off en mono quand il a fermé les yeux. La latéralisation, le placement du son des sources est totalement sous dépendance visuelle. Donc, voilà pourquoi le dispositif monophonique plus cinéma plat a très très bien marché, sans aucun problème de perception. Tous les grands films classiques sont faits en mono et en cinéma plat. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer du cinéma 3D et de l'image 3D, je vous le demande ? Déjà, on a eu... Oui, parce qu'il faut dire que ce qui nous intéresse, nous, les humains, ce n'est pas le champ perceptif dont on nous rebat les oreilles, parce qu'il y a une idéologie
sinueuse, serpentine, qui ne cesse de se déployer. Et le cinéma sera parfait quand il reproduira la perception humaine. Quelle bonne blague! Pardon. Non, mais vous pensez bien que ce n'est pas vrai. Le cinéma, c'est bien autre chose qu'une perception. C'est une série de champs attentionnels qu'on appelle un plan, montés sur des ellipses qu'on appelle une narration. Donc, une histoire qui dure 3 ans peut se raconter en 1h30. Où sont passés les 3 ans? Une soirée hitchcockienne dans Notorious qui dure soi-disant 3h30 est racontée en 12 minutes. Où sont passées les 3h10? Elles ont été avalées par le son qui, grâce à son background continu et à son mixage, à son ambiance, fait disparaître l'ellipse dans un ciment colmateur. Ciment colmateur, Cyril, c'est bon? Bon. Bon, vous voyez bien que le cinéma n'est pas le réel, enfin, même le documentaire. Donc on voit bien que le dispositif qui est là, c'est un dispositif attentionnel et non pas perceptuel. On fait attention à la suite des plans et éventuellement, on peut mettre un peu d'ambiance. Bon, un peu d'ambiance, mais la mono le faisait très bien. Alors, parlons du multicanal. Le multicanal, cette grande avancée technologique. Je vais essayer de faire des amis. Donc, le multicanal a l'avantage énorme d'augmenter l'audibilité du spectacle, car les effets de masque sont moins importants. Mais il a un inconvénient maximal, d'oublier que le film est monté. On oublie qu'il y a du montage. Alors si c'était un plan séquence d'1h30, vive le multicanal. Et encore, c'est une stéréo en delta I de mauvaise qualité, puisqu'on ne peut pas utiliser ni le delta S ni le delta T. Donc l'oreille se débrouille à inventer ce qui manque dans le son qu'on lui propose pour respatialiser l'affaire. Mais vous pensez bien que si on devait reconstituer le champ perceptif en entier, il ne faudrait pas aller au cinéma, il faudrait aller directement dans la réalité, car l'oreille s'en occupe très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire au cinéma? On va voir des corps et entendre des voix à travers une fenêtre, non pas ouverte sur le monde, mais une fenêtre ouverte sur l'attention d'un narrateur. Sur l'attention d'un narrateur omniscient et invisible. Et une fenêtre ouverte sur l'oreille d'un narrateur aussi important, aussi omniscient et aussi invisible. Donc on se laisse bercer, guider par un mécanisme qui nous emmène. Alors que fait le multicanal là-dedans? Il nous ramène dans la perception. On était parti dans l'attention voyageuse avec un narrateur omniscient, nous voulons retomber dans le perceptif. Regardez, ça vient de gauche, ah, ça vient du fond, ah, ça vient de la gauche, de la droite, de l'arrière. Oh là là là, mon Dieu, mais alors, où est le montage? Il vient d'où? Toujours du même endroit, de l'écran. L'image est toujours frontale, calée dans l'écran. Et qu'on m'explique pourquoi l'image ne se promène pas à gauche, puis à droite, puis au centre, comme le son le fait. Le cinéma est un dispositif centré, face auquel le spectateur est assis, et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas venu voir de l'audiovisuel, il est venu voir des visages et des corps, et entendre des voix. Parce que ce qui fonctionne le plus chez un spectateur, ce sont ses neurones miroirs. Il se projette dans les personnages, et il regarde le mouvement des yeux. La pensée en image bat son plein. Toutes les 15 millisecondes, l'œil du personnage est suivi. On voit à quoi il pense, ce qu'il indexe en off ou en in. On suit cette pensée de manière préconsciente à toute vitesse, à la vitesse même où nous serions capables de le faire. On regarde ses yeux, mais on regarde sa bouche. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel affect? Quel désir? Quelle réaction? Quelle intention? On regarde tête et cou. Que c'est quoi tête et cou? C'est ça. Et dès qu'un comédien tourne la tête, ou une comédienne, tête et cou, il y a quelque chose à voir là-bas. Moi, spectateur, j'imagine ce qu'il ou ce qu'elle regarde. Cut, le plan arrive, elle regardait ça. Donc, on est dans un monde corporel
préconscient et automatisé par la pensée en images. Et ce qui fait que on ne regarde pas seulement tête et cou, on regarde des gestes, parce que la main parle, parce qu'elle désigne, parce qu'elle a des outils, des micros, des flingues, des je sais pas quoi, moi, des télécommandes. La main est suivie de près et tout ça déclenche des inférences. On est déjà dans le plan d'après, tout en ramassant la trace du plan d'avant, et tout ça dans un temps narratif hyper compressé, bourré d'ellipses, qui n'a plus rien à voir avec la mémoire à long terme, mais seulement avec la mémoire à court terme. Que vient faire le système perceptif là-dedans? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il faut faire avec, maintenant que ça a été inventé. Donc, on met les dialogues au centre, n'est-ce pas, Cyril? En mono, pour ne pas être embêté par le découpage. Qui a eu l'idée d'inventer le découpage au cinéma? Mais qui est l'imbécile idiot qui a inventé le découpage? Je vous le demande. Parce que s'il n'y avait pas le découpage, on pourrait mixer tranquillement. Tranquillement, avec du delta I, du delta T, je ne sais pas moi encore quoi. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la troisième phase, et j'ai fini, c'est le cinéma en relief. En relief. Mais qu'est-ce que ça veut dire relief? Le relief est sur l'objet, la profondeur est entre les objets. Le cinéma 3D, comme on l'appelle en langage ordinaire, est tout à fait pas 3D du tout. Eh oui, parce que 3D, ça suppose que si devant un écran de cinéma je fais ça, l'aspect va changer comme dans la réalité, puisque dans la réalité je suis en 3D, je me déplace. Bon là, je vois bien que l'aspect change. Vous voyez, l'aspect change totalement. Alors, est-ce que si je fais ça devant une image relief profondeur, est-ce que ça change? Non. Mais non. Donc nous ne sommes pas en 3D. Nous sommes en 2D et demi. Eh oui, c'est pas de moi, c'est de David Marr, prix Nobel de la vision 1982. Toujours pas traduit en français. 2D et demi, c'est quoi 2D et demi? C'est une image. L'image ne permet pas la circulation du point de vue, elle impose son aspect. J'ai beau remuer la tête, tordre le cou, allonger la tête, je vois toujours la même chose sur cet écran. Donc je ne suis pas dans le 3D, je suis dans une représentation narrative, elliptique et concentrée qu'on appelle un film. Bon, j'en fais peut-être un peu trop là. Non, alors, oui. Alors, donc, j'en viens au 3D. Bon, le 3D pour de bon, je n'ai rien contre le 3D, parce que c'est du 2D et demi, donc c'est déjà mieux que le 2D. Bon, le 2D et demi, ça permet de réinstaller la profondeur. On réinstalle la profondeur, une profondeur apparente compressée. Parce que les gens qui croient qu'on va voir l'infini au cinéma relief, digitus in oculo. Usquat cubitum et ultra. Parce qu'en fait, le cristallin ramène l'infini au lointain seulement. Et les gens qui s'imaginent que le relief va venir jusque-là n'ont pas compris la différence entre accommodation et convergence. L'œil doit toujours être net sur l'écran et il converge devant ou derrière, mais jusqu'à une certaine limite. Parce qu'à un moment, ça fait mal aux yeux. Le cerveau décroche, il n'en peut plus de voir, d'être en accommodation ici et de voir la tête du requin ou de la trompe de l'éléphant ou le missile machin là, devant. Donc, il y a des limites au 3D, mais c'est quand même intéressant parce qu'on approche de l'esthétique du bas-relief et on est dans un autre monde scénographique. Je ne suis pas contre le relief, vous savez, je suis contre les effets à la noix qui pullulent dans les films nouvellement sortis et qui vont bientôt fatiguer le public qui demandera autre chose. Je ne suis absolument pas contre le 3D, y compris en documentaire, parce que de très belles choses pourraient exister en documentaire avec des petites caméras. Des caméras plus ergonomiques que les grosses 35, en tout cas, ou les HD, et qui pourraient aller nous montrer le monde dans sa complexité et nous faire voir des choses qu'en relief, en volume, en profondeur, avec les pondérations que j'ai indiquées. Et le son, et bien voilà le son. Il y a tout un tas de choses à faire en son. Si le son
lui-même retrouve la profondeur du champ scénique. Au lieu de s'éparpiller dans les arrières et les pourtours, à la recherche de je ne sais quel effet perceptif sur un public gavé d'effets perceptifs, est-ce que finalement, si on redéploie le son dans la profondeur, ce qui permettrait d'avoir une double direction de spectateur, regardez ici, écoutez là, là, et ici maintenant, et là, dans le même plan, les points d'attention se déplaceraient, guidés par les éléments sonores, placés aussi bien dans la largeur de l'écran que dans sa profondeur. Mais il faut encore inventer le système qui va permettre de relater la profondeur. Il n'est pas inventé, sauf en WFS, mais pour l'instant, ce système est une grosse usine à gaz, n'est-ce pas, Christian ? Oui, bon. Alors, c'est une grosse usine à gaz, et attends, il faut un écran qui accepte le relief. Le WFS, pour l'instant, il ne marche qu'en mono, si j'ai bien compris. Parce que le relief exige des conditions de projection particulières. Donc, pourquoi ne pas reprendre un vieux système qu'Antoine Bonfanti avait lui-même indiqué il y a bien longtemps, qui s'appelle le MS détaché recalé ? Ça devrait être une chose intéressante pour les industriels. Imaginez-vous un écran vidéo sans lunettes, ça va venir dans 5 ans, de 1,47 m de diagonale, posé sur un meuble qui sert d'enceinte MS, qui redonne la profondeur à une image qui en a déjà une. Et que de cette manière-là, il n'y a plus aucun conflit de perception entre l'image qui se propose à nos yeux et le son qui se fait entendre à nos oreilles, et on accède enfin au corps, aux voix et au visage et aux actions et aux intentions et aux réactions des personnages sans être distrait, ennuyé par des effets à répétition. Voilà, merci. Merci.